One, two, one, two. Parlons vrai avec BNP Paribas. Je pars bientôt à la retraite et je me suis encore coincé le dos. Je fais comment pour payer l'ostéopathe? Eh bien, je vous conseille la complémentaire santé BNP Paribas qui peut prendre en charge les médecines douces. Et si vous souscrivez lors de votre départ à la retraite, vous bénéficiez de 25% de réduction la première année. 25%? Pas mal. Moi qui pensais dos au mur, ça va mieux. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. BNP Paribas Protection Santé assurée par Cardiff Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous rejoindre, aussitôt après le flash de 13h, à suivre Franck Ferrand dans ses escapades au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. À l'heure d'Internet et des chaînes d'information en continu, des alertes infos sur smartphone et des journaux gratuits distribués dans les transports en commun, la grande presse, je parle des quotidiens papier, l'aristocratie du journalisme a un peu de mal à s'adapter, mais elle tient bon malgré tout, même en France où elle n'atteint plus depuis longtemps déjà les tirages de masse qui furent les siens au tournant du XXe siècle. Eh bien c'est cette presse quotidienne et populaire qui va nous intéresser aujourd'hui. Et tout à l'heure, dans votre récit de 13h30, vous allez nous raconter l'affaire Caillot. Oui, cette histoire incroyable, vous savez, de l'épouse de l'ancien président du Conseil, Joseph Caillot, qui est le ministre des Finances, et qui s'en va assassiner dans son bureau le patron du Figaro, qu'elle accusait d'avoir mené contre elle et contre son mari une violente campagne de presse. C'était à quelques semaines du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Eh bien, nous allons revivre cet événement heure par heure. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y aura bientôt 400 ans que l'on peut s'informer en France en lisant le journal. Je dis 400 ans parce que la première gazette, celle qui à l'époque était hebdomadaire, c'est celle de Théophraste Renaudot. C'était en 1631, donc ça ne va pas tarder à faire 4 siècles. Il y avait d'ailleurs déjà eu une première gazette qui avait été publiée à Strasbourg dès 1605, figurez-vous. Peu à peu, on va voir se développer les feuilles et les nouvelles, selon un système assez particulier d'ailleurs, sur lequel on va revenir dans un instant. Et puis, c'est au moment de la Révolution française, bien entendu, que se développe la presse en France. Elle atteint vraiment des sommets au moment du Directoire. Et puis, avec l'arrivée du consulat, avec Bonaparte, évidemment, les choses rentrent dans l'ordre, en quelque sorte. La loi de 1800 va limiter le nombre de journaux, le limiter considérablement, avant que la presse ne prenne un nouvel essor dans le premier tiers du 19e siècle, avec la Restauration, et surtout sous la monarchie de Juillet. On est à l'époque dans ce qu'on appelle la presse d'opinion. Là aussi, on va y revenir. Alors bien sûr, un certain nombre de réformes vont permettre de développer cette presse. D'abord, sur un plan technique, l'invention du télégraphe, l'installation de câbles sous-marins qui permettent de recevoir des nouvelles plus facilement. L'impression elle-même va devenir industrielle grâce à la presse rotative. Et puis, on voit la diffusion de la presse rendue beaucoup plus facile grâce au développement du chemin de fer et puis aussi grâce à l'installation un peu partout de tout un réseau de revendeurs avec les kiosques. Bientôt, on se mettra à vendre les journaux à la criée, c'est-à-dire dans la rue, ce qui, bien entendu, a pour effet de multiplier le nombre de lecteurs par rapport à l'époque où ces journaux étaient simplement vendus sur abonnement. On fait également, ne l'oublions pas, un nombre considérable d'éditions chaque jour, ce qui permet de suivre à peu près l'actualité et de multiplier le nombre d'informations, un peu à la façon de ce que font les radios et de ce que fait depuis moins longtemps la télévision. La presse populaire prend un essor considérable au tournant du XXe siècle avec plusieurs titres qui tirent chaque jour à plus d'1 million d'exemplaires. On a connu évidemment l'engouement des Français, l'engouement des lecteurs pour les grands feuilletons romanesques. Peu à peu, c'est l'actualité elle-même qui va alimenter cette espèce de fièvre d'information qui connaît son apogée juste avant la Première Guerre mondiale. C'est cette époque de l'assassinat de Calmette dans son bureau au Figaro. Nous allons y venir tout à l'heure pendant mon récit. Avant cela, en compagnie de Christian Delporte, j'aimerais que nous puissions revenir sur toute l'histoire de cette presse, sur son développement, sur son installation, revoir un peu dans le détail ce que je viens simplement de survoler avec vous. Writer de Leroy Anderson, très connu sur Europe 1. On retrouve Franck Ferrand et son invité dans quelques instants. L'histoire sur Europe 1,
c'est avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui sur Europe 1, Franck Ferrand s'intéresse pour vous à l'histoire de la presse avec Christian Delporte, historien des médias. Bonjour Christian Delporte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le Poitevin que je suis aime toujours à rendre hommage à Théophraste Renaudot, bien entendu, qui venait de Châtellerault et qui a donc inventé le premier journal français. Alors c'est pas tout à fait vrai, je dis ça tout de suite pour que le standard n'explose pas. Je sais qu'il y a notamment des auditeurs alsaciens qui tiennent beaucoup à l'antériorité de Strasbourg sur la question. Enfin, le premier journal avec privilège et approbation du roi, en tout cas, c'est bien en 1631. Avec privilège royal qui fait que toute l'information politique passe désormais par la Gazette, et que si vous voulez créer un autre journal, vous ne parlerez pas de politique. Donc ça veut dire que la presse d'abord naît dans le politique, du politique, et est en grande partie également un instrument de propagande, puisqu'on sait que dans ce journal écrivaient, à l'époque on ne signe pas évidemment, et Richelieu et Louis XIII. Et d'ailleurs, on peut dire que cette création, elle est au moins autant celle de Richelieu que celle de Théophraste Renaudot. Du reste, ça fait partie de ces espèces d'institutions très efficaces et presque avant-gardistes que Richelieu n'a cessé de créer pendant toute sa vie. C'est Richelieu qui prend l'initiative de confier à Théophraste Renaudot le premier journal avec privilège. À quoi ça ressemble la Gazette de l'époque ? Il faut pas imaginer le Figaro ou le Monde d'aujourd'hui. Non, certainement pas. C'est un tout petit format. Au départ, il y a 4 pages. Au fur et à mesure, ça va un peu augmenter, 8 pages, 12 pages. Et surtout, ça n'a pas le caractère d'un journal avec des rubriques comme on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des nouvelles au fur et à mesure, là, qu'elles arrivent. 2 exemplaires ne se ressemblent pas forcément. Il y en a même qui sont écrits en vers. Alors ça sera la grande spécialité du Mercure français, n'est-ce pas ? Oui. Le Mercure français qui va bientôt donner des nouvelles de la cour en vers. En vers, parce que effectivement, on est également dans une version un peu littéraire de la presse. On a là les 2 origines, les 2 caractères d'ADN de la presse française, à la fois le politique et le littéraire. Alors, quand peut-on parler d'une véritable presse ? Parce que ça reste assez folklorique. Au XVIIIe siècle, on a les nouvelles à la main qui circulent, on a des choses comme ça, mais on peut pas parler d'une presse, en tout cas pas du tout une presse d'opinion. Non, les nouvelles à la main, c'est intéressant parce que c'est un peu les nouvellistes sont un peu les ancêtres des petits reporters, puisqu'ils vont chercher l'information partout où on peut la glaner, dans les couloirs des grands. L'information au sens un peu rumeur et fait divers aussi. Il y a à boire et à manger dans ce qu'ils racontent. Oui, mais là, en grande partie également, vous savez que la presse est encore faite sinon de rumeurs, en tout cas de petits faits, sachant que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Or, cette information que l'on va glaner dans les couloirs des grands, auprès des domestiques ou dans les lieux où s'échangent les informations, sont tout à fait essentielles pour les élites économiques ou pour l'aristocratie princière. Le premier grand journal français, lequel est ? C'est la Gazette ? C'est historiquement la Gazette, mais c'est vrai que le moment d'explosion de la presse, c'est la Révolution française. Voilà, parce que en 1780, vous avez à peu près une centaine de titres, et rien que dans les 6 derniers mois de 1789, naissent 166 journaux. Incroyable, c'est une véritable explosion. Ça avait commencé avant le début même de la Révolution. Il y avait une espèce de bouillonnement là. Il y avait un bouillonnement et il y avait des lecteurs. On estime qu'avant la Révolution française, il y a à peu près 500 000, non pas forcément lecteurs, mais 500 000 personnes touchées par la presse, parce qu'à cette époque-là, à la fois, on lit la presse et puis on la déclame dans la rue. Donc, si vous estimez qu'il y a à peu près 20 millions de Français à ce moment-là, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 40 touchés par la presse. Alors on connaît l'ami du peuple de Marat, le père du chêne d'Hébert, etc. Beaucoup de journaux beaucoup moins connus. Est-ce qu'ils ont une parution régulière ? Est-ce que c'est tous les jours ou toutes les semaines ? Ou bien est-ce que ça dépend de l'humeur du rédacteur ? Non, c'est de plus en plus tous les jours. Parfois même, c'est 2 fois par jour. Ouais. Alors qu'à cette époque-là, on est avec une presse à la main. On fait encore sécher les feuilles sur les fils. Je me rappelle à l'école primaire avoir imprimé le journal de l'école, et à l'époque on faisait ça avec des petits caractères d'imprimerie qu'on mettait dans des casses, etc. Et on imprimait notre propre journal. Je pense que ça devait ressembler à ça à l'époque. C'est le cas. Je veux dire, en fait, l'éditeur d'un journal est un homme orchestre. C'est lui qui écrit, c'est lui qui imprime et c'est lui qui vend en librairie. Oui. Alors évidemment, 20 Bonaparte, c'est ce que je disais tout à l'heure, là d'un seul coup, il ne s'agit plus du tout de laisser fleurir tous ces titres. Il faut contrôler la presse et évidemment Bonaparte est le maître dans ce domaine. Pour Bonaparte, la presse est d'abord un outil de propagande, et donc un outil qu'il faut contrôler. Et du jour au lendemain, vous avez cité 1800, en 1800, effectivement, on passe brusquement de 50 journaux à
13 journaux à Paris. Aïe, 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 et ça va encore s'aggraver en 1811 puisqu'il n'y en aura plus que 4. Oh là là. En revanche, Sous l'Empire, à la fin de l'Empire, il y a quasiment plus de journaux. Enfin, ils sont tous totalement contrôlés par le pouvoir. Il n'y a plus de journaux à Paris parce qu'en fait, la presse continue à se développer en province parce que Napoléon a besoin de relais de sa propagande. En province, on passe dans la même période de 150 à 250 journaux. Donc c'est une période très importante pour la presse de province. Bientôt la publicité, bientôt les gros titres. C'est la presse moderne, celle que nous connaissons, qui va bientôt survenir. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et on parle de l'explosion de la presse au 19e siècle avec votre invité, Franck Ferrand, Christian Delporte, historien des médias. Oui, Christian Delporte, je parlais de toutes ces révolutions techniques qui ont permis à la presse, évidemment, de se développer, mais il y a surtout, avant tout, une révolution sociologique. C'est la démocratie qui s'installe, tout simplement, peu à peu. Oui, alors avant la démocratie, peu, hein, oui. Je pense que le premier vrai tournant de la presse au 19e siècle, c'est en 1836, quand arrive ce qu'on appelle la presse à bon marché. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on fait le pari que la presse sera finalement financée par la publicité. Et en 1836, il y a 2 quotidiens qui naissent sur ce modèle-là, la presse de Girardin et le siècle de Dutac. Et il faut attirer le lecteur, et pour attirer le lecteur, on utilise notamment le roman feuilleton. Et voilà. Là que Alexandre Dumas, Balzac, enfin tous vont écrire. Balzac va publier 33 romans dans ce type de presse. Et puis il y a un deuxième moment, cette presse-là est encore une presse élitiste. Il y a un deuxième moment qui naît au Second Empire, qui va s'affirmer à la fin du siècle, c'est celui de la presse de masse. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de mordre sur des élites qui ne lisent pas encore les journaux, mais sur le peuple. Il faut dire qu'il y a de plus en plus dans le peuple de gens qui savent lire, et ceux qui savent lire lisent pour ceux qui ne savent pas, évidemment. Donc un journal est lu dans une famille ou parfois dans une entreprise, dans une boutique entière. C'est-à-dire que... Mais ça va progressivement. Je veux dire qu'en 1863 naît le Petit Journal, qui est un phénomène mondial, avec des tirages que l'on n'imagine pas, même aux États-Unis. Le Petit Journal en 1870, c'est 500 000 exemplaires. C'est tout à fait considérable. Là, ça touche essentiellement les ouvriers instruits, les petits boutiquiers, mais à la fin du siècle arrive la grande presse de masse, avec des tirages à 1 million d'exemplaires. Et là, ça touche tout le monde. Et il y a, on cite souvent ce chiffre, mais à partir de 1900, il y a 4 titres quotidiens en France qui dépassent le million d'exemplaires, largement même. Les 4 grands, à eux 4, le tirage des journaux, c'est plus important que toute la presse quotidienne d'aujourd'hui. Les journaux en question, c'est Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et le journal. Le journal, Le Petit Parisien, Le Matin, et effectivement, il me manque un 4e comme vous. Le Gaulois, non, Non. Alors, les 2 grands journaux sérieux, si je puis dire, de l'époque, c'est-à-dire Le Temps et Le Figaro, ne tirent pas déjà, ils sont un peu en repli. Ils ne tirent pas un si grand nombre d'exemplaires. Ils tirent à 10 fois moins. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne s'adressent pas du tout au même public. Voilà. Et en revanche, ils attirent dans leurs colonnes de très grands chroniqueurs. Le Temps est devenu une sorte de modèle pour la presse du monde entier, on peut le dire. Et puis Le Figaro, alors c'est tous les grands, les très grands auteurs, évidemment, dont Marcel Proust, évidemment. On peut estimer en fait que tous les grands écrivains du 19e siècle ont écrit dans la presse, soit en publiant leur littérature, soit tout simplement en participant au mouvement politique. Il y en a un seul finalement qui n'a jamais participé à la presse, c'est Flaubert. Alors j'ai sous les yeux un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Acropole avec Le Figaro. C'est un ouvrage sur les grandes, justement sur les unes du Figaro et sur toute l'histoire de ce journal. C'est assez fascinant parce qu'on a l'impression, à travers le journal lui-même, de revivre toute notre histoire contemporaine. Et sur la jaquette de l'ouvrage figure un certain nombre de signatures. Raymond Aron, Georges Bernanos, Émile Baird, Pierre Brisson, Alfred Capu, James de Coquet, Georges Duhamel, Robert de Flers, André-François Poncet, André Frossard, Pierre Gaxotte, André Gide, France-Olivier Gisbert, Jean Giraudoux, Jean Guiton, Joseph Kessel, on a envie de dire, n'en jetez plus. C'est une presse qui n'est plus tout à fait la presse d'opinion du 19e siècle et qui n'est pas encore tout à fait la presse, comment pourrait-on dire, périodique, très spécialisée qui va naître après la Seconde Guerre mondiale. On est un peu à la confluence des deux encore à cette époque. Vous savez, il y a une grande particularité du journalisme français, c'est l'attachement à l'écriture.
d'écriture, et qui n'est pas exactement la même référence dans la presse anglo-saxonne. Et donc que tous les grands écrivains et tous ceux qui ont une plume magnifique publient dans les journaux n'est à la fois pas surprenant et très français. Alors cette presse tout à fait moderne en quelque sorte, comment se place-t-elle par rapport à celle de l'Angleterre, à celle de l'Allemagne ou des États-Unis ? La presse anglo-saxonne... On sait qu'aujourd'hui aux États-Unis ou en Angleterre, la presse papier se porte beaucoup mieux que la nôtre. C'était pas le cas à l'époque. Non, c'était pas forcément le cas à l'époque, mais surtout on a deux types de journalisme très différents. On a un journalisme d'écriture, de chronique, d'éditorial en France, alors que aux États-Unis ou en Angleterre, on a plutôt un journalisme d'information, de nouvelles, de faits. Pour le fait. Et d'ailleurs, de manière assez caractéristique, c'est que dans la presse anglo-saxonne, on ne signe pas ses papiers, alors qu'en France, on les signe. Alors il y a un grand phénomène de cette presse début du XXe siècle, c'est la campagne de presse. C'est-à-dire qu'on organise sur plusieurs numéros de suite, parfois ça peut durer très longtemps, ça peut durer 15 jours ou 3 semaines. On organise une sorte de matraquage, on revient tous les jours sur un même sujet. C'est ce que va faire en l'occurrence Le Figaro sur le cas du ministre Caillaux, qui a été président du Conseil en 1911, qui est ministre des Finances et qui a été le père de l'impôt sur le revenu. Ça ne fait pas du tout plaisir à la bourgeoisie conservatrice qui est censée incarner Le Figaro, et donc il va y avoir une grande campagne contre Caillaux, et ça Madame Caillaux ne va pas le supporter puisqu'elle ira jusqu'à tuer le patron du Figaro qu'elle mette dans son bureau. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Et Franck Ferrand évoque sur Europe 1 cet après-midi l'histoire de la presse française avec cette fameuse aussi affaire Caillaux. Nous sommes l'après-midi du 16 mars 1914 à Paris, rue Drouot. On est en plein cœur de cette ville qui, pour quelques semaines encore, si je puis dire, est le Paris de la Belle Époque. Une automobile, une voiture de ministre, mais dont le chauffeur a reçu l'ordre de retirer la cocarde tricolore, s'arrête devant l'immeuble du Figaro, donc au 26 de cette rue Drouot. En descend une dame tout à fait digne, la quarantaine élégante, un rien hautaine peut-être, elle porte une longue robe de satin noir. Elle a les mains enfouies dans un manchon de fourrure, ce qui en 1914 et au tout début du printemps n'a rien d'étonnant. Elle entre dans les locaux du quotidien, se dirige d'emblée vers le bureau du directeur. Alors il y a quand même un huissier qui l'arrête, qui lui explique que M. Calmette est absent. Il demande à cette dame son identité. M. Calmette la connaît, dit-elle. Qu'à cela ne tienne, puisque le patron du Figaro n'est pas là, eh bien elle attendra et elle s'installe d'autorité dans le salon d'attente au premier étage. Elle feuillette des illustrés, sans doute un certain nombre d'exemplaires du Figaro qui sont là posés sur les tables autour d'elle. Elle est assez nerveuse, mais en vérité, elle ne le montre pas. Son allure est assez impassible. L'attente dure. Elle dure 1 heure entière et puis vers 18h, Gaston Calmette arrive. Il est avec le grand auteur Paul Bourget. Il entre dans son bureau, il ouvre son courrier tout en parlant avec Paul Bourget, puis il projette de ressortir. Il est 18h15 à ce moment-là, il a déjà la main sur la rampe de l'escalier quand l'huissier s'approche et lui dit « Monsieur, une dame vous attend ». Et l'huissier lui tend une enveloppe qui porte la vignette de la Chambre des députés. Alors Calmette reçoit l'enveloppe, il l'ouvre, il sort de l'enveloppe une carte. « Non », dit-il, et il tend la carte à Bourget, il la lui fait glisser. Et Bourget voit le nom de la dame qui attend, c'est donc Madame Caillaux en personne. « Vous n'allez tout de même pas la recevoir, dit Bourget. « Ah, mais comment ferais-je autrement? Je reçois toujours les femmes, répond Monsieur Calmette, qui est un homme courtois. » On peut dire qu'il avait la main sur la rampe de l'escalier, mais finalement il fait demi-tour, il se réinstalle. « Dépêchez-vous, lui dit Bourget, je vous attends. » Un garçon de service vient rallumer 2 lampes, puisqu'on était prêt à partir, et finalement on fait entrer Madame Caillaux. « Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite, dit-elle. »« Mais non, pas du tout, veuillez vous asseoir, madame. » Évidemment que Calmette sait de quoi elle parle, puisqu'il a organisé depuis des jours, depuis plus de 2 semaines, une campagne terrible contre Caillaux. Il déboutonne son par-dessus, il n'aura pas le temps de l'enlever, puisqu'Henriette Caillaux, de son manchon, vient de tirer un pistolet automatique, c'est un Browning, et elle va vider le chargeur sur le patron du Figaro, presque à bout portant. Elle tire 6 balles, 2 se logent dans le bas de la bibliothèque, et les 4 autres atteignent Calmette, notamment une qui le touche au bassin en perforant l'artère iliaque, autant dire une balle meurtrière. Aussitôt, le garçon et l'huissier rentrent dans le bureau, ils sont suivis de Paul Bourget. Le garçon prend le pistolet, il l'arrache des mains de Madame Caillaux. « Attention, dit-elle, il y a peut-être encore une balle dans le canon. »
Et comme on veut la raisonner, « Lâchez-moi, dit-elle, je suis Madame Caillot, je suis une dame !» Quelques heures plus tard, Gaston Calmette succombera à ses blessures dans une clinique de Neuilly. Henriette Caillot est immédiatement emmenée, elle est confiée à la police, interrogée au commissariat du faubourg Montmartre, et c'est là que son mari la rejoint. Son mari, évidemment, n'est pas n'importe qui, puisqu'au moment où il monte le perron du commissariat, il se rend compte qu'il y a un planton de service qui reste les bras ballants, et il lui dit « Enfin, vous ne pourriez pas saluer le ministre des Finances ?» Un petit extrait de La Mère de Claude Debussy. Qui est-il ce Joseph Caillot? Autant l'admettre d'entrée de jeu, c'est pas quelqu'un de très sympathique. D'aspect, il est même assez rebutant. Imaginez un homme chauve assez crispé, avec la moustache dure. Il a 50 ans, il porte constamment le monocle, avec une affectation comme ça un petit peu aristocratique. Il donne le sentiment de toiser la terre entière. Il est cassant. Si vous voulez, c'est la caricature du grand bourgeois un peu arrogant. Très content de lui, brillant, très précoce. Il faut dire qu'il est devenu vraiment très jeune inspecteur des finances, lancé tôt dans la politique. Son père était orléaniste, il a été plusieurs fois ministre et sa carrière, comme tant d'autres, a été brisée par Clémenceau. Il y a donc sans doute chez le fils une volonté de revanche quelque part. Il va multiplier les succès, Joseph. Il siège à plusieurs conseils d'administration, il préside un crédit foncier, une banque sud-américaine. Évidemment, il avait tout pour mener la carrière d'un leader conservateur. Eh bien non. En vérité, les aléas de la politique ont fait que c'est dans le cadre du parti radical, c'est-à-dire clairement à gauche, qu'il va gravir les échelons. Il est en quelque sorte un millionnaire de gauche, comme on disait dans ce tout début du XXe siècle. Notamment, il s'est institué le promoteur de l'institution d'un impôt sur le revenu. À l'époque, c'était pas du tout évident, cette histoire d'impôt progressif plus ou moins égalitaire, extrêmement mal perçu dans les milieux dirigeants, bien entendu. Sur le plan privé, Joseph Caillot est encore célibataire en 1901, quand il devient pour la première fois ministre des Finances. À l'époque, il a une maîtresse, Berthe, qui est la femme d'un fonctionnaire des Finances dont Caillot fait tout de suite un percepteur à Neuilly, c'est pratique. Et c'est à elle qu'il adresse le 13 mars 1901 une lettre extrêmement compromettante. Elle est signée Tongeau, elle est manuscrite évidemment cette lettre. Et parmi les phrases compromettantes, il y en a une assez terrible qui dit « J'ai dû subir hier 2 séances écrasantes à la Chambre. J'ai d'ailleurs remporté un très beau succès. J'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre. Je me suis fait acclamer par le centre et par la droite. Et en vérité, je n'ai pas trop mécontenté la gauche. » Vous voyez un peu la duplicité du personnage. Évidemment, il vaut mieux que ce genre de lettre ne ressorte pas dans la presse. Eh bien, malheureusement, la lettre en question, qu'on va bientôt appeler, un peu comme dans l'affaire Dreyfus, vous savez, on appelle les documents publiés en fac-similé par la presse de l'époque, et notamment en l'occurrence par le Figaro, on les appelle par leur intitulé. En l'occurrence, on va appeler ça la lettre Tongeau, qui va faire un bruit considérable. Dès 1907, M. Caillot a une nouvelle maîtresse. Elle s'appelle cette fois Henriette Renoir. Elle est la femme de Léo Claretti, ça ne s'invente pas. Et d'ailleurs, en 1910, au moment d'une échéance électorale importante, Caillot se méfie quand même. Il va prendre ses distances. Néanmoins, il demande à sa maîtresse de lui renvoyer tout un paquet de lettres qu'au lieu de détruire bêtement, il classe dans son secrétaire. Et là, sa femme va découvrir les lettres. Elle décide, elle fait un bruit pas possible. On décide de brûler les lettres. Sauf qu'entre-temps, ce que ne sait pas Caillot, c'est que sa femme a eu le temps de les photographier, les dites lettres. Et là encore, il y a des choses extrêmement compromettante pour lui. Or, en 1911, il est devenu président du Conseil. À ce moment-là, il va épouser sa maîtresse, il épouse Henriette. C'est elle que nous avons vue tout à l'heure dans le bureau de Calmette au Figaro. Le témoin des mariés n'est autre que, du marié en l'occurrence, n'est autre que le futur président de la République, Raymond Poincaré. Or, en cette année 1911, on peut dire que 2 affaires vont éclater terribles pour Caillot. Une première, c'est l'affaire de la crise d'Agadir.
Et évidemment, dans cette affaire où Caillot a joué, je pense, un rôle très positif sur un plan diplomatique pour la France, il n'en a pas moins joué sur 2, pour ne pas dire 3 registres. Et il a échangé avec Berlin des télégrammes, on appelle ça du papier vert. À l'époque, on va appeler ça les vers d'Agadir. Et ces vers d'Agadir, ça fait encore une casserole de plus pour Monsieur Caillot. Et puis la deuxième affaire, c'est l'affaire Rochette, dans laquelle je n'ai pas le temps d'entrer maintenant, mais qui est une affaire où, là encore, il a joué un rôle pour le moins discutable. Cette affaire Rochette devient extrêmement préoccupante pour le président du Conseil en 1911. Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'affaire Caillot. Et oui, alors cette affaire Caillot, si je puis dire, a commencé par une affaire Rochette, une affaire assez complexe, passionnante du reste, mais on ne va pas entrer dans cette affaire. Sachez seulement que dans cette affaire, Caillot, redevenu ministre des Finances, par le biais du président du Conseil de l'époque, a fait pression sur le parquet. Et ça s'est su, car le procureur général de l'affaire a transmis le procès-verbal de l'entretien qu'il avait eu avec le président du Conseil à ce sujet. Et ça a fait un bruit terrible. Alors, si vous ajoutez cette affaire Rochette au vers d'Agadir, à la fameuse lettre Tongeau, qui prouve la duplicité de Caillot sur l'affaire de l'impôt sur le revenu, et puis tous les mots adressés en double adultère à la Riri bien-aimée, sa maîtresse de l'époque, ça finit par constituer une belle batterie de casseroles dont les ennemis de Joseph Caillot, évidemment, vont pouvoir s'emparer. Le principal de ses ennemis, c'est en fait un ancien ami, c'est le leader de droite Louis Barthou. Il faut vous dire que fin 1913, Caillot a beaucoup œuvré au renversement du cabinet Barthou, et celui-ci, soutenu discrètement par Aristide Briand et secrètement par le nouveau président de la République, Raymond Poincaré, Barthou va décider d'avoir la peau de Caillot. Comment ? Eh bien par le grand moyen de lutte politique de l'époque, par une belle campagne de presse dont l'organe tout trouvé est le grand quotidien Le Figaro, et la cheville ouvrière, bien entendu, son directeur, le très respecté et très courtois au demeurant, Gaston Calmette. Vous voyez comment les choses se mettent en place. La campagne de Calmette dans Le Figaro commence dès décembre 1913. Elle prend de l'importance. Alors on tire dans tous les domaines. Le pauvre Caillot se voit accusé de tous les maux de la terre. À partir du 15 janvier, tout ça prend un tour inquiétant. Et du 20 au 25 janvier, Le Figaro revient tous les jours sur l'affaire d'Agadir, puis sur divers trafics d'influence, sur des délits d'initiés, sur des affaires de captation d'héritage dont Caillot se serait rendu coupable. Tout ça fait que pendant tout le mois de février encore et au début du mois de mars, on ne parle quasiment plus que de Caillot à Paris. À la demande du principal intéressé, le président Poincaré envoie Barthou chez Calmette pour empêcher la publication des fameux télégrammes, les fameux vers d'Agadir dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis arrive le 12 mars et l'annonce par Calmette dans Le Figaro que le lendemain, ça faut jamais dire ce genre de choses, on a tellement d'autres exemples dans l'histoire, le lendemain son journal publiera, et je cite M. Calmette, un curieux autographe dédié par M. Caillot à ses électeurs. En fait, il s'agit du facsimilé de la lettre Tongeau de 1901, la fameuse lettre sur l'impôt sur le revenu. Et là, Caillot comprend. Il comprend que sa première épouse, Berthe, a conservé des photographies de la correspondance que lui-même a brûlée, en sa présence du reste. Or, elle possède aussi les fameuses lettres adultères adressées à la Riri bien-aimée, ainsi que leurs réponses. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Madame Caillot, Henriette, qui vivait déjà très mal cette campagne de presse, là, elle ne vit plus. Et c'est ce qui va l'amener dans le bureau du directeur du Figaro. Alors, bien sûr, après tout cela, un procès va avoir lieu, procès qui concentre l'attention des foules, qui est ouvert dès le début de l'été 1914, dès le mois de juillet. C'est un procès où sont présents, bien sûr, sur les différents bancs, tous les grands ténors du barreau. C'est un procès où témoignent des personnalités éminentes, Barthou, bien entendu. Et puis, on fait citer Bernstein, qui était un des témoins de moralité de la partie civile et qui vient croiser le fer, littéralement, avec Caillot. Tout ça fait, bien sûr, les choux gras d'une presse qui maintenant déborde clairement du Figaro. Or, le verdict est à la fois très inattendu et sans doute assez scandaleux, en tout cas pour une bonne part de l'opinion, puisque Madame Caillot, dans cette affaire, est acquittée. Et ça, c'est le début, en quelque sorte, d'une deuxième affaire Caillot. Alors dans un instant, en compagnie d'Étienne de Montetti, qui est rédacteur en chef adjoint du Figaro, nous allons revenir non seulement sur cette affaire Caillot, mais sur le très beau livre qui célèbre un siècle et même plus de une dans ce grand journal national.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et l'histoire de la presse française cet après-midi, contée par Franck Ferrand et son deuxième invité, Étienne de Montetti, qui est directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Christian Delporte, historien des médias, professeur d'histoire à l'université de Versailles-Saint-Quentin, est toujours avec nous. Le plus énorme scandale de notre époque vient de couvrir de boue et de sang la République radicale, écrit l'éditorial du Figaro au lendemain de l'acquittement d'Henriette Caillot. Madame Caillot a été acquittée par le jury parisien. Les magistrats qui ont prêté leur concours, plus ou moins chèrement soldés, à l'abominable parodie de justice qui s'est terminée hier soir sous les huées, en reçoivent une honte ineffaçable. Dès la nouvelle de l'acquittement, la population parisienne hurla de honte, de colère et de dégoût. Ce qu'il faut dire maintenant, ce qu'il faut créer, ce qu'il faut crier, en fait, c'est qu'aujourd'hui, un homme puissant, entouré de partisans qu'il subventionne, lié au parti politique qui détient le pouvoir, est au-dessus de la justice et des lois. On n'y allait pas de main morte dans l'édito du Figaro à l'époque. Non, mais pas plus dans l'édito du Figaro que dans les autres journaux d'opinion. C'est-à-dire que quand on affiche une opinion, c'est clairement affiché. C'est intéressant dans ce procès Caillot, c'est qu'on est en plein dans la crise de juillet 14. Oui, bien sûr, et toute la presse est concentrée. Les gens s'intéressent même pas au départ de la guerre. Et on ne voit pas arriver la guerre. C'est incroyable. Il y a une espèce de focalisation sur l'affaire Caillot qui fait que la Première Guerre mondiale en France, on le disait l'autre jour à l'occasion de l'émission sur le 11 novembre, la Première Guerre est passée inaperçue. C'est assez incroyable, jusqu'à la mobilisation, évidemment. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Donc vous êtes un des piliers de cette grande maison du Figaro et vous nous présentez cet ouvrage. Alors c'est un monument de papier pour le coup, il est énorme. Ça s'appelle Figaro 1870-2000, les trésors des archives. Vous êtes allé fouiller dans toutes les archives de la maison pour trouver, pour nous raconter l'histoire de France en quelque sorte. Voilà, puisque le Figaro remonte à 1826, qu'il est quotidien depuis 1866, on s'est dit qu'à partir de 1870-71, la naissance de la Troisième République, on avait au quotidien l'histoire de France et l'histoire du monde racontée par les journalistes et que ça donnait une sorte de panorama général, subjectif évidemment, parfois engagé, parfois... c'est le point de vue conservateur sur l'histoire de France, disons-le. Voilà, et que ça donnait, outre les grandes signatures des écrivains dont on a parlé tout à l'heure qui signaient dans le journal, de grands journalistes, de grands reporters, et que ça donnait une histoire de France très complète dans laquelle les principaux événements du temps, de l'affaire Dreyfus, où Émile Zola signait, la guerre de 14, la guerre de 40, le sabordage du Figaro, sa renaissance le 26 août 1944 grâce à Pierre Brisson et François Mauriac, et puis jusqu'aux années 2000, ça donnait un témoin exceptionnel, unique de cette histoire. Alors je lis d'autres noms de collaborateurs du Figaro sur l'autre partie de la jaquette. Claude Lévi-Strauss, Pierre Macorlan, Thierry Molnier, François Mauriac et Claude Mauriac d'ailleurs, Paul Morand, Albert Demain, René de Obaldia, Vladimir et Jean d'Ormesson, Alain Perfit, Jean Raspail, André Siegfried. Vous avez vraiment eu toutes les plus grandes signatures dans ce Figaro. Oui. Toutes les grandes signatures conservatrices précisément. Voilà, et pas seulement conservatrices. Émile Zola, Bernard Lazare au moment de l'affaire Dreyfus. C'est dans le Figaro que leurs propos en faveur du capitaine Dreyfus se sont exprimés. Disons, un grand journal libéral qui accueille Raymond Aron aussi dans son combat des années 50 et 60 contre le communisme. Une anecdote qui nous ramène de manière peut-être moins tragique à l'affaire Caillot. Jean Dutourve rendant visite à celui qui était le directeur de la rédaction au début des années 70, Jean d'Ormesson, et au lieu de se présenter à l'accueil et de donner son nom, faisait passer une carte au directeur sur lequel il était marqué évidemment Madame Caillot. Sous-entendu, vos heures sont comptées. Sous-entendu, faites attention à ce que vous allez dire sur moi. Alors, ce qui est très intéressant lorsqu'on feuillette ce gros album, c'est de voir à quel point l'humeur compte. Et quand je dis l'humeur, aussi l'humour, parce qu'il y a un nom que j'ai pas cité, mais qui évidemment est peut-être le nom le plus célèbre de toute l'histoire du Figaro, c'est Jacques Faisan, bien sûr. Il faut le rappeler. Le dessin, très tôt, a beaucoup d'importance dans le Figaro. Le Figaro a une vocation à être illustré. Carandache, qui publie ce fameux et célèbre dessin « Ils en ont parlé », d'un déjeuner de famille qui a dégénéré, Sénèpe dans les années 30, qui illustre l'actualité, et Jacques Faisan, qui pendant des dizaines et des dizaines d'années est l'éditorialiste dessiné du Figaro. En effet, il y a cette tradition de l'humour avec un André Frossard, qui a un esprit très vif et très cruel, un Renaud Matignon, également grande plume contemporaine de critique,
un Jean-Jacques Gaultier très engagé sur le théâtre, et ça donne lieu à des choses magnifiques, mais inouïes aussi, parce que on n'a pas de recul, et par exemple, il éreinte Eugène Ionesco, et il reste l'homme qui n'a pas vu naître Eugène Ionesco à travers La Cantatrice chauve. Ça donne une certaine modestie par rapport au jugement du quotidien, mais c'est ça un journal. Je citais James de Coquet tout à l'heure aussi. James de Coquet aussi, qui était chroniqueur judiciaire, et qui après a été chroniqueur gastronomique. Oui. Et puis comme on dit, voilà, une information évolue, on observe un petit peu comment l'actualité était saisie au quotidien et est devenue l'histoire. Vous vous sentez l'héritier de tous ces très grands éditorialistes et écrivains, etc. Ah oui, d'abord parce que nous les aimons, nous en sommes fiers, et puis nous essayons, notamment par le respect de la langue française, auquel nos lecteurs sont très attachés, on essaye de se montrer les dignes héritiers de cette famille. Oui, on parle, ça c'est vrai que vous en parlez pas dans le livre, mais on parle du courrier des lecteurs du Figaro, le courrier alors qui n'est pas publié, je parle c'est assez, il faut pas du tout déraper sur la langue française. Voilà, l'utilisation des mots anglais, les fautes de français, nos lecteurs, ils sont extrêmement attachés. Un homme comme Maurice Druon les a beaucoup aidés dans ce combat, et ça continue encore aujourd'hui. C'est quelque chose d'important, de patrimonial pour nos lecteurs. Figaro, les trésors des archives 1870-2000, c'est en coédition Acropole et le Figaro. Alors, puisque vous êtes là, Étienne de Montetti, et je n'ai pas placé cette émission par hasard ce vendredi, c'est que vous êtes aussi l'un des responsables du Salon du livre d'histoire qui se tient à Versailles tous les ans, qui est un très grand succès. Et c'est là, c'est ce week-end. J'y serai d'ailleurs. Nous y serons très nombreux. Presque tous les auteurs d'histoire seront là. Voilà, demain et après-demain, 17 et 18 novembre, à l'Hôtel de Ville de Versailles, nous avons réuni 120 historiens, 120 auteurs, romanciers historiques également. Qu'est-ce qu'il faut citer? Jean Tullard, Alain Pompidou, qui n'est ni romancier ni historien, mais qui est le fils de Georges Pompidou, qui vient présenter un admirable livre d'écrits de son père. Jean-Marie Roire, tant d'autres. Donc beaucoup de débats, beaucoup de conférences pour présenter l'histoire, pour défendre l'histoire aussi. Jacques Julliard qui viendra parler de l'histoire de la gauche. Bref, c'est tous ces sujets qui seront présents au salon. Et j'ajoute une chose, cette année nous sommes beaucoup allés, ces jours qui viennent de s'écouler, dans les collèges. Nous avons emmené des historiens dans les collèges des Yvelines pour que les historiens rencontrent les élèves, leur donnent envie de découvrir l'histoire. On leur a tous remis un chèque, c'est un petit signe symbolique pour leur permettre de venir acheter des livres d'histoire à l'Hôtel de Ville, aux collégiens, pour leur permettre d'acheter des livres d'histoire, des livres destinés à la jeunesse, puisqu'il y a un espace jeunesse important. Nous voulons que l'histoire se transmette avec passion, et nous la transmettons en faisant venir les élèves, les adolescents dans ce salon, et leur permettre... Le salon a lieu dans l'Hôtel de Ville. Dans l'Hôtel de Ville, il y a une tente devant, c'est extrêmement sympathique. L'Hôtel de Ville est un lieu d'histoire, d'ailleurs important, c'est un très bel endroit, et nous souhaitons que l'histoire se répande, parce que je crois qu'elle est importante pour comprendre notre temps et pour l'aimer. En tout cas, j'étais la semaine dernière à Brive. Vous savez que c'était la foire au livre de Brive, et j'étais très heureux de voir que mes lecteurs sont aussi nos auditeurs, et je les salue bien entendu, et je salue notamment tous ceux que j'ai vus à Brive la semaine dernière et qui sont tellement chaleureux et agréables. Merci beaucoup Christian Delporte d'avoir été des nôtres. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, c'était chez Flammarion là au printemps, Les grands débats politiques, ces émissions qui ont fait l'opinion, et c'est vrai que ça serait un beau sujet également de discussion, ça nous donne des idées. Et puis nous sommes, c'est publié chez Flammarion, c'est bien ça. Et puis, merci à vous, Étienne de Montetti. Et donc, à demain, dès demain, pour ce salon du livre de Versailles. Ça s'appelle Histoire de lire, 17 et 18 novembre, à l'Hôtel de Ville de Versailles.